Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et avec moi Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment vas-tu? Je vais bien. Guy, une formule un peu différente aujourd'hui. Pour une première fois, ça fait quoi? Plus de 10 ans là, qu'on fait le podcast. Ouais. Nous, contrairement à beaucoup de gens, dès le début, on disait on veut profiter du fait de rencontrer les gens, de faire des podcasts en personne. Ça, c'était une des raisons. Il y avait aussi, on se le cachera pas, les technologies pour enregistrer à distance. Maintenant, c'est state of the art, mais pendant plusieurs années, là, c'était compliqué. Fallait que tu synchronises les bounds. Et là, finalement, tu demandais à ton invité de devenir quasiment un expert en traitement du son, parce que là, il fallait dire, quel genre de microphone que t'as. Et aujourd'hui, nous, on pour une première fois, on fait un enregistrement à distance du podcast, parce que la technologie le permet. Ben oui. Bienvenue en 2017. Mais c'est surtout qu'il y a un service qui s'appelle Zencastr, on va les plugger. Donc, on utilise Zencastr. Et c'est fabuleux, ça rend ça très très simple pour l'invité. Donc il y a pas trop, ça enlève la partie technique, c'est essentiellement pour expliquer pour nos auditeurs qui sont peut-être curieux comment ça fonctionne. Littéralement, c'est qu'il enregistre le son à partir du navigateur, du browser. Parce que les standards Internet évoluent, donc ils sont capables de faire ça. Puis, ce qui fait que, grosso modo, tout ce que tu as besoin, c'est d'échanger un URL avec entre nous tous. Puis, on se branche tous sur une page, sur un URL. Et, bingo, l'enregistrement se fait tout. Les tracks de voix sont automatiquement synchronisés, ce qui est la partie difficile. Guy, pour avoir fait des essais dans les années 2005-2006, il y a longtemps. Puis on en entendait parler parce que les gens de .NET Rocks autres aussi vivaient la même difficulté. Fallait au début, en tout cas juste la petite histoire, fallait faire des claps pour vraiment avoir un son de référence. Mais très souvent, si t'avais pas en tout cas une technologie d'enregistrement à top notch de très haute qualité. Donc finalement, si t'avais pas un studio d'enregistrement, tu te retrouvais après 7-8 minutes. Et puis il y avait des problèmes. Ouais, il y avait des problèmes de drift aussi, là. Une des pistes, il y avait un petit millième ou qui allait plus vite ou moins plus lent. Fait que là, ça désynchronisait tout, là. Puis en tout cas, c'est l'enfer. Fait que Mathieu, tu es notre cobaye. On te remercie énormément. Merci à vous de m'accueillir. Puis ça fait mon honneur d'être un cobaye. Je suis pas mal bon là. C'est Mathieu Richard qu'on vient d'entendre. Bonjour. Salut. Donc, on s'est permis avec Mathieu, on s'est dit, Mathieu, on essaie avec toi, mais c'est un essai très, 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 très en contrôle parce qu'on a quand même testé puis on s'est rendu compte que ça marchait bien. Ce qui n'était pas le cas des années 2007-2008 quand on essayait de faire de l'enregistrement à distance. Mais on est rendu en 2017, c'est pour ça que ça va bien. Guy? Oui. C'est moi. Oui, moi je vais prendre juste 2 petites secondes pour rappeler à nos auditeurs qu'il y a une conférence qui s'en vient à Montréal au mois de juillet. On va leur faire une petite plug gratuite. C'est DevTeach, dans lequel on est quand même impliqués, autant toi que on moi. est impliqués tous les trois, oui. Oui, Mathieu aussi, en plus, c'est vrai, j'oublie. Donc soit qu'on va être speaker, on va être conférencier, mais on est tous les trois conférenciers, puis on anime une piste chacun. Toi, Mario, c'est laquelle? DevOps, donc tout ce qui touche justement la mise en place du DevOps. Moi, c'est la piste cloud, puis Mathieu? Le développement web. Oui, donc donc on aide gracieusement les organisateurs à trouver en tout cas à sélectionner des conférenciers. Mm-hmm. Puis c'est encore le temps pour ceux qui seraient intéressés de vous inscrire. Donc devteach.com. Mathieu. Oui. Aujourd'hui, on va parler de TypeScript. Exactement. La formule, c'est toujours la même. Combien de fois qu'on t'a eu comme invité au podcast?
De mémoire, il me semble que c'est la 2e fois. Ah, j'étais sous l'impression que on t'avait eu plus souvent. Mais la formule est toujours la même, c'est qu'on présente un peu une brève biographie de notre invité, puis ensuite on parle du sujet. Donc on veut parler de TypeScript, mais on essaie de te faire connaître auprès de nos auditeurs. Tu vis à Montréal, tu travailles présentement chez GSoft. Exactement, chez GSoft depuis presque 6 ans maintenant. Puis là, avec le GSoft se repositionne totalement sur la conception de produits. Exact. Ce que j'ai lu dans les derniers mois, qui laissaient tomber toute leur branche service conseil. Oui. Donc, tu vas probablement te retrouver, toi, à travailler sur un produit, si c'est pas déjà fait, j'imagine? Non, moi, c'est pas encore le cas en date d'avril. Je suis toujours dans le projet sur lequel je travaillais, là, en question de faire le phase-out et le phase-in de la nouvelle équipe qui va embarquer pour un nouveau consultant. Mm-hmm. Ce qui est normal, là, c'est pas parce que les GSoft se repositionnent qu'ils vont abandonner leurs clients, là, ils vont faire ça correctement, puis ils vont s'assurer que les choses se passent bien. Exactement. Donc, ça fait déjà 6 ans que t'es chez GSoft? Ouais, ça passe vite quand on est heureux. Oui, en tout cas, puis, on l'a pas dit, mais tu reçois encore la reconnaissance de Microsoft comme MVP. Exact, ça va être, j'en suis à ma 3e année comme MVP. Avec le guidance que Guy et Mario vous m'avez donné, ça m'a permis de conserver puis de l'atteindre puis de le conserver aussi. Tu es dans l'expertise web, hein? C'est vraiment ton domaine. Exactement, beaucoup le web, et là avec les restructurations qu'ils ont fait, là, c'est la nouvelle catégorie de Visual Studio, Development Tools, cossin, je me rappelle jamais du nom, il est rendu tellement compliqué, mais c'est dans cette track-là, en fait, là, oui. Mais tout ça pour dire que t'es vraiment avec tout ce qui est outils de développement. Oui. Puis, fortement impliqué dans la communauté ici à Montréal, que ce soit MSDev Montréal, qui est une communauté. Exact. Puis, ou sinon, dans des conférences où est-ce que tu, à l'occasion, là, tu t'amuses à venir faire des présentations. Exactement. J'ai plusieurs présentations avec MSDev, avec MSDev Montréal. J'ai eu l'année passée, j'ai fait DevTeach, et l'année passée aussi une ou 2 présentations avec Microsoft, là, les Let's Dev This et autres présentations de genre. Oui, c'est vrai. Hein? Donc, on veut te parler de TypeScript. Yes, sir. Est-ce que d'entrée de jeu, on dit que c'est un nouveau langage, ou c'est-tu un nouveau langage, cette affaire-là, ou c'est quelque chose que tout le monde connaît déjà sans le savoir? C'est quelque chose que tout le monde... En fait, c'est un nouveau langage, oui, mais c'est pas un nouveau langage. Je m'explique. C'est un nouveau nom avec une nouvelle extension de fichier, donc un .ts maintenant. Au lieu d'un .js. La raison est simple, c'est que TypeScript se retrouve à être un superset du JavaScript. Pour quelqu'un qui sait faire du JavaScript, ce qui est à peu près 98% des développeurs web, l'autre 2%, je pense qu'ils font du copie-colle de Stack Overflow. Mais pour ceux qui savent faire du développement web en utilisant du JavaScript, en fait, la preuve que TypeScript, c'est pas un nouveau langage. À partir de TypeScript, on pourrait prendre un fichier JavaScript qui est 100% opérationnel, avec une self-executing function, et faire un Hello World avec ça qui s'appelle .js. On le roule dans notre browser et on va avoir le Hello World qui va apparaître. Évidemment, à cette heure, on fait plus des alertes, on fait des consoles.log. Mais on pourrait aussi prendre ce même fichier JS-là et juste changer l'extension pour un .ts et ensuite rouler la ligne de commande pour le compilateur de TypeScript, et on se retrouve à avoir un JavaScript. Il y a un fichier équivalent .js qui va être généré. Et si on fait un diff des 2 fichiers, le .ts et le .js, les deux sont 100% égales. Donc là, tu viens de dire beaucoup de choses. Donc, oui. ce que j'ai compris, c'est que
si je te suis bien, TypeScript, c'est un langage qui supporte toute la syntaxe du JavaScript, parce que si tu me dis que tu es capable de prendre l'extension .js puis la renommer .ts, puis que pour TypeScript, n'y voit que du feu, ça veut dire que toutes les mots permis en JavaScript sont les mêmes mots que le TypeScript supporte. Exact. Une des grosses différences, et d'ailleurs, je lisais un article là-dessus la semaine passée, les gars qui ont fait le framework Glimmer.js, un des points qu'ils amenaient par rapport à TypeScript versus un langage comme CoffeeScript, qui lui va aussi émettre du JavaScript au final, mais qui est un nouveau langage qu'il faut apprendre, mais eux se retrouvent présentement dans une situation où il y a des nouveaux termes en JavaScript qui sortent, notamment les fameuses boucles sur les arrays, tout ça, qui commencent à devenir de plus en plus populaires, où on n'a pas besoin de librairie externe pour faire ça. Ben, eux, dans CoffeeScript, ces termes-là étaient déjà définis, servaient déjà à faire quelque chose. Donc, pour arriver à supporter le looping dans du JavaScript, ben CoffeeScript sont obligés d'implémenter une nouvelle syntaxe pour représenter la syntaxe qui existe déjà. Donc, si je te suis bien, une des choses que je dois retenir, c'est que CoffeeScript, c'est un autre langage qui compétitionne TypeScript. Ben, plus vraiment. Non. CoffeeScript est sorti avant TypeScript. C'était une des premières tentatives, ou dans les premières tentatives d'avoir un langage statique et non d'avoir un langage statique qui était pour émettre du JavaScript valide, pour justement avoir le type checking et tout ça. Et à travers ça, pardon? Ben, ce que je voulais t'amener, c'est oui. Pourquoi le besoin d'avoir justement un langage compilé? Tu as parlé de compilateur. Oui. C'est quoi la souffrance? Ouais, ben, en fait, ce qu'on retrouve souvent, ou en fait la grosse problématique qu'on finit par avoir dans un projet JavaScript, malgré toutes les bonnes intentions et les bonnes incantations qu'on peut faire, je veux dire, ça demeure un langage qui est dynamique. C'est du scripting, c'est dynamique. Donc, aussitôt que ton code base commence à devenir moindrement, même pas imposant, après quelques fichiers et quelques classes et librairies que tu vas commencer à utiliser, ben, tu as toujours le risque, étant donné que c'est un langage dynamique, de passer un int où ça aurait dû être une string et vice-versa. Donc, si on fait juste le regarder à cette base-là, vraiment la base la plus simple, le fait d'avoir un superset comme TypeScript ou les autres langages qui existent, c'est de dire, ben, à partir de ces langages-là, je suis capable de mettre ça de façon statique. Donc, je vais être capable de déterminer que dans ma fonction, je veux avoir un string, je veux avoir un int. C'est pas je prends pas de chance puis j'envoie ça. En JavaScript, j'en ai des strings, j'en ai des int. Et tu es en train de me dire que pour JavaScript, là, je fais un peu l'innocent, là, mais que pour lui, c'est pas typé, c'est-à-dire que on a beau dire que c'est une string, c'est un int, mais que grosso modo, à l'exécution, il va toujours essayer d'exécuter que tu fasses quelque chose de stupide ou non. Ben oui, ça c'est par exemple, et oui, c'est un des gros points. JavaScript, si tu veux être imbécile, il t'empêchera pas de l'être, il va même t'encourager, là. C'est d'ailleurs une de ses forces par contre, c'est-à-dire qu'il est tellement pas il impose tellement peu de contraintes que tu peux rapidement faire du code que 9 fois sur 10 le browser va interpréter, il va être capable de ça va très bien passer, tout va bien aller, mais par contre dans les fonctions, puis ça peut aider aussi au développement, c'est que dans un appel de fonction, si la valeur que tu dois passer, ça doit être une string ou ça doit être un int, ben tu peux lui passer à peu près n'importe quoi tu pourrais aller jusqu'à lui passer un array parce que le langage étant dynamique, ce que ça fait, c'est qu'il va te laisser lui donner ce que tu veux à la fonction, il t'empêchera pas, c'est à l'exécution que ça va planter. Ouais, puis c'est souvent là où à l'exécution qu'on va retrouver un bug, puis un bug dans un endroit là qu'on n'aurait jamais pensé, puis un bug qui va être super compliqué à reproduire. Des fois, ça prend toutes sortes d'incantations là ou de setting pour reproduire exactement ce bug-là. On s'arrache les cheveux là. Oui, puis dans mon cas, je veux dire, je peux plus.
Petit à côté, je tire sur le chauve, donc j'ai plus de cheveux à arracher pour le JavaScript. Et c'est surtout qu'on a souvent aussi c'est un message assez cryptique, hein, les erreurs en JavaScript, c'est les undefined ne supportent pas cette méthode-là. C'est ça, trouve c'est quoi. Donc, comment? Si je t'entends bien, TypeScript, ça va nous donner justement des types. Exactement. D'où le nom de TypeScript, c'est-à-dire c'est qu'on donne des types au langage JavaScript. Exactement. À la base, on va retomber dans un mode plus, on va failer au compile time versus au runtime, ce qui est quand même, dans un monde web, c'est quand même assez intéressant de le savoir avant de pousser en production. Donc, autre chose que je comprends, c'est si j'utilise TypeScript, maintenant, je vais devoir compiler pour vérifier que mon programme est correct. Exact. Mais là, à ce faire, avec la majorité des outils, maintenant, je veux dire, ça se fait quasiment en temps réel, un peu comme quand on utilise du C# ou quoi que ce soit. Je veux dire, dans du C#, si tu appelles une fonction, tu attends à recevoir un int, puis tu lui donnes une chaîne de caractères. Ensuite, tu vas le voir, t'as pas besoin de passer par un build system pour savoir que t'as failé ou rouler 8 lignes de commande. Je veux dire, les IDE vont être là pour t'aider aussi, puis on le voit de plus en plus avec TypeScript, que le support au niveau IDE est de plus en plus impressionnant, là, que ce soit avec Visual Studio, avec Code, et même de mémoire, là, il y a la majorité des autres IDE qui permettent de faire du web supportent à cette heure TypeScript de façon quasiment native. Mathieu, il y a un terme qu'on entend souvent, c'est un peu comme compile, comme compiling, c'est transpile. Oui. Est-ce que TypeScript fait du transpiling et qu'est-ce que c'est le transpiling? Ah, mon Dieu. Écoute, on dit, quand on parle de TypeScript, au final, c'est pas de la vraie compilation, c'est pas du compiling. Nous, on est habitués, je veux pas, quand on fait du développement C# et autres, on finit toujours par compiler notre application. Ben, c'est un défaut qu'on continue d'amener avec le TypeScript, parce qu'en fait, ils appellent ça du transcompile. C'est encore plus... OK. Ouais, c'est ça. Ça dépend tout le temps vers où tu diriges, mais au final, ce que ça va faire, c'est qu'il va, en appelant pas en appelant une ligne de commande, c'est sûr que tu peux le faire en appelant une ligne de commande, mais au final, ce qui arrive, c'est que ton fichier TypeScript va passer dans il l'appelle malgré tout le compilateur TypeScript, mais ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va émettre un JavaScript. Il ne compile pas ton fichier, il diminue pas nécessairement ton fichier, mais il va enlever tout le typing, justement, qui est dans le fichier TypeScript. Il va le compilateur, malgré que, bon, ça se tient tout le temps avec ça, mais ça demeure, on va dire compilateur au lieu de transpileur, parce que ça se dit vraiment mal. Mais en fait, lui, là, le gros de la job qu'il va faire, c'est qu'il va aller enlever tout ce qui est pas du JavaScript valide dedans. Et c'est à 99%, c'est des annotations de type. Et il enlève ça et ça devient le JavaScript qu'on est habitué de voir et qu'on connaît. Peut-être que ma définition serait un peu trop simpliste, mais essentiellement, un compilateur, ça va générer une unité, quelque chose que tu peux déployer puis qui est un binaire, qui peut rouler directement. Mais quand tu parles de transpiler ou transcompiler, comme tu disais, c'est que, grosso modo, c'est que tu vas générer un autre langage. Exact. Dans ce cas-là, c'est du JavaScript. Et puis là, ben, c'est sûr que ce langage-là, le JavaScript, il y a gros avantage vu que c'est un langage dynamique que tu peux le déployer tel quel dans un environnement web puis les environnements vont savoir quoi faire avec. Mais si tu mettrais juste ton JS sur une machine Windows puis tu double-cliques dessus, c'est pas quoi, tu sais. Par défaut, Windows va te lancer un notepad probablement pour l'éditer, ou en tout cas, mais il ne sera pas capable d'exécuter, ce qui n'est pas le cas avec un point .exe ou un point DLL, par exemple. Exactement. L'autre gain que tu peux avoir, par contre, avec justement ton fichier JS, au lieu de l'exécuter dans un browser, c'est que tu peux aussi maintenant l'exécuter server-side avec Node.
Donc, Ouais, tu peux, tout à fait. à un certain égard, tu peux faire un déploiement de ton fichier .js, j'hésite à dire un package parce que bon, je veux dire, ça finit tout dans, même si on veut pas, ça finit tout avec bundle.js, là, mais bon. Au final, oui, c'est ça, t'as une unité qui peut pas vivre toute seule et qui s'exécutera pas toute seule, mais qui est prête à être exécutée par soit le browser ou un environnement comme un autre. Mais Mathieu, c'est quelqu'un qui connaît pas TypeScript qui nous écoute là, puis Oui. il a compris que on pouvait avoir codé du JavaScript dans un fichier TypeScript, puis le compilateur va générer du JavaScript. Exactement. Donc, c'est Bon. quoi l'avantage? Si tu fais un Hello World ou autre, t'as aucun avantage. Absolument aucun. Par contre, aussitôt que puis dans toutes les applications qui sont moindrement line of business, on finit toujours par dépasser le 8, 10, 12, 15, 20 fichiers. Peu importe comment qu'on fait nos séparations, comment on veut être clean dans la façon qu'on maintient nos fichiers, notre code base finit toujours par grossir. L'idée le gain que tu vas aller chercher avec TypeScript, c'est que tu vas avoir justement en roulant la compilation de tous tes fichiers JavaScript, de tous tes fichiers TypeScript, pardon, mais c'est que tu vas savoir si est-ce que il est capable de générer tous les fichiers JavaScript, donc est-ce que sa compilation réussit, puis à travers les différentes classes que tu vas utiliser en JavaScript, ben je veux dire, t'as l'intelligence qui va venir avec, tu vas avoir le static checking qui va t'aider aussi. Je cherchais le mot en français puis je l'ai échappé. Mais le static checking qui va t'aider énormément parce que plus ton code base devient gros, plus ça veut pas dire que la fonctionnalité que t'as codée dans un module quelconque, tu te rappelles exactement qu'est-ce que tu as besoin de lui passer comme paramètre. De beau mettre tous les commentaires, les code comments que tu veux, t'es pas à l'abri que les commentaires ne suivent plus le refactoring que tu as fait la semaine passée. Ouais. Puis au niveau du langage lui-même, oui. TypeScript apporte des éléments de langage orienté objet oui. qu'on n'a pas nécessairement dans le JavaScript standard. Ben, c'est aujourd'hui, on l'a dans le JavaScript standard avec les nouveaux ES6 et autres qui sont rendus des standards. Sauf que présentement, si tu veux faire du web grand public, c'est pas du langage que tu peux nécessairement mettre de l'avant. C'est pas des mots-clés, les modules, les classes, c'est des langages. Tu peux pas le mettre de l'avant parce que c'est pas tous les browsers qui le supportent. Donc, en utilisant TypeScript, tu es capable de dire au compilateur, lorsque tu lances la compilation, mais regarde, moi, je veux targeter ES 2015 et non ES6 pour justement faire en sorte que Mathieu, pour les auditeurs là, qui se demandent, ES 2015, ES6, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est juste pour aider, mettons, un auditeur qui n'est pas un développeur web? Là, oui, puis même là, j'ai souvent tendance à moi-même les mélanger, je te dirais, là, mais ES6, de mémoire, c'est tout ce qu'on voit dans les nouveautés du JavaScript qu'on voit, puis ES7 qui commence à s'en venir aussi. C'est vraiment tout les différents... c'est un consortium, c'est plusieurs... je te dirais que c'est la majorité des développeurs de browser, mettons, on veut dire, là, qui se réunissent puis qui s'entendent sur pas nécessairement une syntaxe, mais ils ont standardisé le JavaScript. Exact, c'est ça. Merci. Parce que le mot JavaScript était pas dans... En tout cas, il y avait des problèmes de droit, de hauteur et tout. Ils ont renommé ça pour dire, on va appeler ça ECMAScript, d'où le S pour l'acronyme. Exact. Et jusqu'à tout récemment, c'était par numéro de version. Donc, quand tu dis, toi, ES6, la version 6, la version 7,
Là, tu as parlé de ES 2015, c'est que ce consortium-là, il y a quoi maintenant? À partir de 2015, ils ont décidé de plus fonctionner par numéro de version, mais par année, parce ils sont assurés qu'il y aura au moins une version par année, si j'ai bien compris. Exact, c'est ça, exactement. Puis c'est surtout que on voit beaucoup ES6, ES7 qui gagne en popularité, mais le fait de faire du TypeScript te permet de dire que à la génération de mon fichier, malgré que dans mon fichier TypeScript, j'utilise les nouvelles saveurs de JavaScript, les modules, les classes et autres, ben je veux avoir un fichier qui va être compilé, qui va être traduit en JavaScript, qui peut se rouler sur n'importe quel browser. Donc, il n'y a pas nécessairement les features qu'on retrouve dans ES6 et autres. Fait que les classes vont être enlevées, les modules n'existeront plus. On retourne avec les self-executing functions ou ce qu'on wrap avec des parenthèses et autres. Là. C'est un des gros points qui te permet d'utiliser ton TypeScript. Parce que tu peux utiliser les nouvelles saveurs du JavaScript, étant donné que TypeScript te permet d'utiliser ça. Mais au final, tu peux générer un fichier qui est complètement exécutable par un plus vieux browser, que ce soit c'est super intéressant ce que tu mentionnes parce que ça permet de standardiser la base de code, donc le code qu'on écrit. Exact. Puis le générateur, quand tu spécifies qu'est-ce que tu veux targeter, ben c'est là que le compilateur lui va faire des entourloupettes pour te générer la bonne syntaxe qui va rouler dans le bon browser. Oui, exactement. C'est exactement ça. Puis même il y a 1 an ou 2, je crois, on avait assisté à une démo assez pétée justement au MVP Summit. Puis je crois qu'il est rendu sur GitHub. Là, c'est le Steve Sanderson, le gars qui a monté la librairie Knockout, avait fait écoute, c'était une affaire, il avait monté un site qui roulait avec TypeScript, bien entendu, une application web qui roulait avec TypeScript, mais que selon la version du browser qui appelait le site, le compilateur générait le fichier même pas au runtime, on the fly, à l'appel. Et générait le fichier JavaScript selon, ce browser-là supporte toutes les nouvelles features, fait que je vais générer ce fichier-là. Puis après ça, il l'avait fait avec un vieux fichier, puis il l'avait, parce que c'était, quand tu vois des choses comme ça, c'est là que tu te dis que il y a quelque chose et on peut commencer à faire des affaires. La limite du browser est plus supposée être c'est plus supposé devenir une limite, en fait. Puis, comme tu dis, c'est intéressant parce qu'on supporte les vieux, on peut décider de cibler les vieux navigateurs. Là, c'est ça qui va nous générer du code, beaucoup plus de code JavaScript. Oui. On pourrait se poser la question, mais pourquoi qu'on fait pas juste générer comme toujours du code JavaScript version 3, puis qu'on se pose pas la question sur pourquoi cibler une version plus élevée? C'est que justement, les navigateurs, eux autres, quand ils implémentent, mettons, les classes, ces choses-là, ils vont optimiser. Ça va être beaucoup plus performant que si tu roulerais en JavaScript 3, là, qui est un peu comme l'ancêtre de tous les JavaScript, là, on pourrait dire le plus vieux JavaScript qui existe présentement à peu près sur exactement. Le fait aussi d'utiliser les nouvelles fonctionnalités du langage, c'est que ça te permet aussi d'utiliser les nouveaux API des navigateurs. Les fameux fetch, les promesses, name it, là, il y en a avec l'évolution que le JavaScript a eu dans les 3 dernières années. Toutes les nouveautés de JavaScript, tu veux pouvoir les utiliser quasiment tout de suite. Ben, c'est le fun d'avoir un outil qui va te permettre de dire, OK, utilise ces nouveaux API-là. Je vais te le générer pour supporter si jamais c'est pas en place, là. Donc, si je t'entends bien, quand tu utilises TypeScript, c'est bien intéressant parce que tu vas avoir un seul code source, mais tu vas pouvoir cibler le JavaScript que tu veux. Exact. Mais imaginons que je suis dans un projet où est-ce que moi je sais là que je vais rouler avec la dernière version de Chrome, donc je pourrais travailler avec l'ECMAScript 2016 là, exact. ou l'ECMAScript 2017 là, je sais pas s'il est sorti cette année là, je suis pas assez ça.
Puis à ce moment-là, je pourrais dire, ben regarde, j'oublie ça TypeScript, je vais travailler tout de suite avec ECMAScript. Quelle raison je voudrais peut-être pas travailler avec ECMAScript, la dernière version, mais continuer avec TypeScript? Ben, la raison, c'est que TypeScript demeure un superset et eux autres ont commenté, ils veulent pas, ils suivent le développement de ECMAScript X. Donc, ils sont tout le temps, ils voient les suites aux discussions puis qu'est-ce qui est publié. Donc, tu peux voir apparaître dans le langage TypeScript des choses qui sont pas encore standardisées dans JavaScript. Donc, tu peux continuer dans le fond, c'est que tu peux utiliser des nouveautés malgré qu'ils sont pas encore standardisés et le compilateur va te sauver les fesses là-dessus parce qu'il va te faire le code pour arriver à supporter ces morceaux-là. Comme un exemple que je sais pas là, si c'est le cas maintenant dans la prochaine version d'ECMAScript, mais je sais par exemple que les interfaces, c'est pas quelque chose qui était là dans l'ECMAScript. Puis les interfaces, c'est un élément fondamental du TypeScript parce que ça te permet de travailler avec des classes abstraites, donc exactement, mais de pouvoir définir des contrats finalement. Exact, mais si tu génères ton fichier, tu peux en fait la beauté de ça, c'est que tu peux générer en TypeScript, tu pourrais faire justement une base class ou un paquet de classes qui implémente la même interface, puis tu vas avoir tes signatures, tu vas avoir tes contrats, tu vas, tu sais, tout est standardisé. Et une fois que tu l'as passé dans la machine à saucisse, puis que ça sort en JavaScript, ben la notion de l'interface n'est tout simplement pas là. Mais tout ton langage à toi, tout ton code base, ben lui, il est standardisé, il est clean, il est exactement comme tu veux l'avoir. Comment c'est généré après, ben c'est pas plus grave que ça. Parce qu'au final, tu veux que ça s'exécute. Avec les gens qui travaillent dans le langage, pas mal certain que le JavaScript qui est généré là est probablement plus optimisé que ce que le commun des mortels peut faire comme JavaScript là. En fait, il y a beaucoup de monde qui sont beaucoup plus intelligents que toutes nous autres ensemble, qui sont en arrière de ça, qui vont permettre justement de transcompiler correctement puis ça va être testé par des centaines des milliers de développeurs aussi. Oui, exactement. Tu sais, avant de dire que ça sort, avant de dire qu'une fonctionnalité ou un morceau de code sort dans TypeScript, je veux dire, il y a eu plusieurs personnes qui ont passé dessus, notamment, je veux dire, en grosse partie TypeScript, le lead architecte sur ça, c'est Anders Ellsberg de C#. Il a aussi fait Delphi Turbo Pascal, pardon, mais je veux dire, déjà en partant, si cette personne-là... Delphi aussi, ouais. Mais déjà en partant, si cette personne-là met son dit « OK, c'est beau, cette fonctionnalité-là peut sortir », pas mal certain qu'elle est... puis de la façon dont ça va avoir été transpilé, ben je suis pas mal certain qu'on peut être convaincu que ça va être correct, puis ça va se tenir. Mais là, tu viens de mentionner un point intéressant, c'est que Anders Ellsberg, il travaille pour Microsoft. Exactement. C'est donc TypeScript origine de chez Microsoft. Exactement. Mais c'est quoi le bénéfice pour Microsoft de créer un TypeScript? Je crois que initialement, et ça c'est peut-être des légendes urbaines, mais initialement, eux avaient mis en place TypeScript, la version avant la version 0.8, c'était pour une utilisation interne seulement. Puis pour eux, à travers leurs différents codebases de tous les JavaScript qu'ils pouvaient avoir à gauche, à droite, et name it, ils n'arrivaient pas à se retrouver. Et il y avait justement les problématiques d'un codebase trop gros. Puis que là, ben je sais pas si j'enlève ce morceau-là dans ce codebase-là, je ne sais pas qu'est-ce que je casse. Je sais pas si j'appelle ce codebase-là, qu'est-ce qui va se passer. Donc, ça se peut-tu que ce soit l'équipe qui codait Outlook la version web là en arrachait un peu là puis c'est ce que j'ai cru, c'est ce que j'ai lu ou compris ou il me semble j'ai jasé avec des gens puis on a pas mal probablement la même version les deux. C'est peut-être une légende urbaine mais bon, mais c'est intéressant parce que c'est né d'une souffrance à l'interne chez Microsoft. Exact. Puis là Microsoft a mis TypeScript en
en open source? Exactement. Ils l'ont mis open source à partir du moment qu'ils ont sorti la version 0.8, je crois. À partir du moment qu'ils sont devenus vraiment... on prêche la bonne nouvelle, puis on est derrière ce langage-là. Ils ont mis 0.8 et en 4 ans, ils ont quand même passé de 0.8 à 2.2. Il est quand même une itération assez impressionnante en termes de livraison de langage de produits. Là. Puis un des jalons importants qu'on pourrait dire de TypeScript, c'est le quoi maintenant, peut-être à peu près 18 mois, quand l'équipe, dans le monde web, il y a un framework très, très, très important qui s'appelle Angular. Exactement. Notre objectif aujourd'hui, c'est pas de commencer à expliquer qu'est-ce qu'est Angular, mais essentiellement, c'est un framework qui permet de développer des applications. Des applications mobiles. Aussi mobile et web, oui, exactement. C'est des équipes de Google qui sont derrière ça. Et quand eux ont annoncé qu'ils se reliaient derrière le langage TypeScript, c'est-à-dire que eux aussi, tout leur framework qui utiliserait TypeScript, ça l'a comme scellé toutes les je sais pas si je m'avance. Ouais, surtout Mario que Google avait développé leur propre langage auparavant. Exactement. Je me souviens plus du nom. Attends un petit peu, c'était pas Dart? Dart. Ouais, exactement. Et puis, je sais pas s'ils l'ont laissé tomber complètement ou si Dart existe encore, mais ils ont fait un virage complètement sur TypeScript. Oui, initialement, ils ont commencé à monter quand ils ont commencé à faire Angular 2, ils étaient probablement avec Dart ou autre, puis tranquillement pas vite, ils ont commencé à introduire TypeScript pour se rendre compte que, on va pas juste l'introduire, et on va l'utiliser à fond. Et initialement, l'idée de TypeScript, eux voulaient l'utiliser pour créer Angular 2. Et par la suite, si je me trompe pas, c'est que là, ils ont dit même, on va aller plus loin que ça. Pour les gens qui veulent développer avec Angular 2, le langage qu'on préconise, c'est TypeScript. C'est pas JavaScript, c'est TypeScript. Eux préconisent le développement en Angular 2 avec du TypeScript. Par contre, il y a rien qui empêche de le faire avec du JavaScript directement aussi. Et aussi, c'est qu'ils utilisent, tu parlais de Visual Studio Code rapidement tout à l'heure. Ils ont travaillé avec Microsoft pour améliorer Visual Studio Code, puis maintenant c'est leur outil de développement pour Angular. Exactement. Donc un dev, tu sais, je veux dire aujourd'hui, surtout avec Visual Studio Code, ton environnement de développement peut être à peu près sur n'importe quelle machine. Une fois que tu as Visual Studio Code, si tu fais du développement web, tu peux y aller avec ASP.NET Core, tu peux prendre TypeScript, puis après ça, pas mal toucher à tous les ta machine, puis que ce soit un Mac, un Linux ou un Windows ou un Dell. Je veux dire, il y a plus de limite à ce que tu peux développer, puis avec quoi tu peux le développer. Là. Déploie ça dans Azure, puis on n'en parle plus. Absolument. Si on vient au langage, est-ce que un développeur C#.NET ça va lui parler, mais si on vient de l'école là, JavaScript plain, est-ce que la marche est haute? En fait, autant d'un côté que de l'autre, je crois pas que la marche est haute. Pour un développeur JavaScript qui va commencer à faire du TypeScript, probablement que pour lui, le plus gros irritant va être l'introduction des types, parce que ça change un peu quand on code la façon dont on va utiliser nos appels de fonction et autres. Les mauvaises langues, il pourrait dire, ça va le forcer à programmer de façon un peu plus structurée, en disant, je vais me créer des types, mais ça. Exact, ouais, c'est ça, exactement. Aux mauvaises langues, nous, on est juste on n'est pas comme ça, nous autres. Moi, personnellement, au final, là, tant que ça s'exécute puis que ça marche, je suis pas trop regardant, mais c'est sûr que si c'est n'importe quoi, des fois c'est un peu plus dur, un peu plus désagréable à regarder. Mais c'est sûr et certain que le fait d'utiliser TypeScript, je veux dire, tu peux pas vraiment te prendre des mauvaises habitudes avec TypeScript parce que le langage en tant que tel fait que pas que ça te force, mais que
la structure vient naturellement. Mhm. Puis, je te dirais que pour un développeur qui est plus habitué à back-end, C# et autres, qui va commencer à faire du TypeScript, moi, personnellement, mon plus gros irritant, là, c'est que je me rappelle jamais dans l'ordre que je mets, est-ce que je mets le nom de la variable ou le type en premier. C'est le seul point où je m'accroche tout le temps. Puis il faut que je retourne vérifier une fois de temps en temps, puis ok, c'est beau, c'est comme ça que je déclare, puis après ça, c'est correct. Mais le reste, tout se fait naturellement. J'ai des classes, j'ai des modules qui est un peu, voyons ça comme namespace. De nom. Exactement. Donc après ça, j'ai mes classes, j'ai mes interfaces. Je peux créer mes types au besoin. Là-dessus, on est gros dur. Puis la beauté de ça, c'est que tu peux aussi utiliser des third party comme jQuery et autres, qui eux maintenant la majorité des librairies ont tous leurs fichiers de définition TypeScript aussi. Donc, je rajoute un fichier de définition uniquement dans ma solution et je suis en mesure d'utiliser un third party comme jQuery, Bootstrap, React. C'est pas problématique. Les fichiers de définition, c'est ceux avec l'extension TSD, c'est ça? Oui, il me semble que c'est ça. Exactement. Donc, en fait, quand oui, c'est ça. Quand je fais un TSD, là, je fais quoi avec ça? À quoi ça sert, là? Tu me dis, c'est un fichier de définition. Donc, c'est quoi le but de ça? Ça va t'aider ça t'aide au développement uniquement. Parce que et le fichier TSD, il ira pas te générer du JavaScript. Lui, le fichier TSD, dans le cas exemple qu'on utilise jQuery, mais dans le cas du fichier TSD, lui, tout ce qu'il te fournit, c'est l'aide au développement de dire, bon, mais si je veux appeler une fonction de jQuery, peu importe laquelle, j'ai une définition dans mon fichier qui dit exactement comment elle est typée, cette fonction-là. Donc, la licence va utiliser ça, là. Exactement. Il va voir ce fichier-là pour savoir quoi te proposer comme suite de ta ligne de commande que tu es en train d'écrire. Exactement. Puis il va aussi valider que même si pour les développeurs hardcore qui n'ont pas IntelliSense et qui utilisent Notepad, ça va aussi, une fois que tu vas lancer la compilation, ton fichier de définition va aussi te dire ça compile pas. Parce que ton fichier de définition jQuery s'attendait pour cet appel de fonction-là, s'attendait à recevoir un int et tu lui as passé un string. Ça marchera pas. Mm-hmm. Puis là, est-ce que presque toutes les librairies sur la planète en JavaScript, est-ce qu'il y a des fichiers de définition qui existent? Moi, de mémoire, oui. Il y a plusieurs. Je crois que même sur le site de TypeScript, il y a plein de comment je pourrais dire ça? Il y a les do's and don'ts qu'on peut voir si jamais on veut devenir un auteur de fichiers de définition. Mais sinon, il y a tous les écoute, je ne connais pas une librairie qui n'aurait pas son fichier de définition. Il y a des répertoires sur GitHub qui en maintiennent plusieurs. Il y en a un qui était très populaire, Definitely Typed. Là, je sais plus, malheureusement, ça fait comme 2-3 mois que j'ai dû prendre un peu de recul par rapport à ça. Mais ce petit morceau-là de où sont les bons répertoires de définition, et ça évolue. Mais dans la mesure où est-ce que Google est derrière TypeScript aussi, il y a personne aujourd'hui qui crée une librairie JavaScript qui créera pas un fichier de définition parce qu'il veut que sa librairie soit utilisée par les développeurs. Exactement. On peut quasiment dire que plus que 50% des développeurs qui se retrouvent poussés vers le langage TypeScript à cause que c'est les plateformes qui sont proposées beaucoup autant par Google que par Microsoft. Exactement, même que pour les utilisateurs de Slack, il y a un article qui est sorti la semaine passée, je crois, sur le blog de Slack, et eux, l'application desktop, elle est faite avec TypeScript. Ils ont complètement viré leur codebase pour utiliser TypeScript eux autres aussi et sont enjoués de ça. Comme Visual Studio Code. Exact, oui, Visual Studio Code est écrit en TypeScript, puis après ça, il est transpilé en JavaScript, et il utilise un autre projet open source qui permet d'encapsuler du JavaScript dans une application native Windows ou native Mac ou native... Exact. Je pense que c'est Atom ce framework-là, ou peut-être que
En tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est possible de packager un JavaScript dans une application native Linux ou native Mac avec ces projets-là. C'est sûr que ça se fait pas tout seul, là, la mécanique de la quincaillerie à mettre en place, là, mais du coup, ce que tu as tout automatisé tes choses, là, tu peux littéralement pousser ton code JavaScript et en faire du code qui va rouler comme une application native sur une plateforme. Ouais, mais Mathieu, quand on utilise Angular, le langage qui est préconisé, c'est TypeScript. Mm-hmm. Mais si j'ai une application web assez standard, là, j'ai pas un framework de présentation comme React ou Angular. Mm-hmm. Par contre, j'ai un peu de JavaScript là, je commence à m'embourber un petit peu. Est-ce que c'est un signe que je devrais peut-être regarder TypeScript? Définitif. Puis la beauté de ça, c'est que c'est pas parce que tu prends la décision de dire bon mais je vais faire plus que juste regarder TypeScript, je vais vouloir l'introduire, mais tu mets pas ça veut pas dire un refactor complet de ton application. Parce que justement, ton TypeScript, en le faisant passer dans machine à saucisse pour que ça devienne du JavaScript, mais à la base, tout ce que tu as à faire, c'est renommer tous tes fichiers .js en .ts. Ça, la majorité des gens, c'est ce qu'ils disent quand ils prennent la décision de passer de JavaScript à TypeScript. La première chose que tu devrais faire, c'est pense tous tes JS en TS. Après ça, lance la compilation, puis tu vas voir c'est quoi tous les problèmes que tu savais pas que tu avais. Je me souviens de l'équipe jQuery qui était comme « Oh my God! Parce que c'est le compilateur, c'est quand même une forme d'intelligence que le cerveau humain, des fois, ne voit pas toute la complexité qu'il peut avoir derrière, surtout quand tu as plus que 10 000 lignes de code. Ouais, souvent, c'est le critère. Hein, ils disent en bas de 10 000 lignes, tu t'en sors quand même en JavaScript. Là, mais dès que tu commences à monter en haut de 10 000, puis là, ben, quand... L'exemple que vous donniez, l'équipe Outlook, je pense que d'autres, il y avait facilement plus que des centaines de milliers de lignes de code. Moi, pour avoir travaillé assez proche avec Microsoft pour le produit maintenant qui s'appelle Visual Studio Team Services, donc tout l'outil de gestion justement du cycle de vie des applications. Pour la petite histoire, là, toutes les interfaces de ça sont écrites en web. Et donc, les équipes travaillent là-dessus. Eux autres, ils ont été aussi des précurseurs à utiliser TypeScript chez Microsoft parce que rapidement, eux autres, il y avait 50 000, 100 000 lignes. Aujourd'hui, là, je serais pas surpris qu'ils diraient qu'ils sont en millions de lignes de code TypeScript qui doivent maintenir et supporter et faire évoluer. Donc, tu y arrives pas là dans cette ampleur-là. Non, c'est ça. Fait le fait de juste prendre juste faire la décision de renommer tes extensions en .ts, mais à partir de là, tu es capable de graduellement faire les correctifs au besoin, sans même avoir à penser à changer ton langage. Si ton code base utilise du JavaScript valide, ben tu es correct. Je veux dire, t'auras pas de problème. T'es pas obligé d'arrêter ton développement. T'es pas obligé de tout refaire. Ce que ça va faire, c'est que ça va te flaguer les possibilités d'erreur. Et après ça, ben tu peux les corriger au fur et à mesure quand tu sors ton produit. Mathieu, quelqu'un qui voudrait commencer avec TypeScript, là, il nous écoute puis ça semble super intéressant. On débute comment? Comment on peut faire les premiers apprentissages? La meilleure place pour aller, c'est le site direct de TypeScript. Ça s'appelle typescriptlang.org. Et sérieusement, pour un site Microsoft, c'est un des mieux montés en termes de tutoriels et autres d'explications pour le langage, les samples, tout est là. Et ils ont même pris la peine, étant donné que c'est du JavaScript au final, mais ils ont même pris la peine de faire un playground. Donc, playground. Yes, sir. C'est-à-dire que tu es capable d'aller dans le fameux playground, dans le parc pour t'amuser, et tu vas voir littéralement ton browser, ta fenêtre est séparée en deux. D'un côté, tu vas avoir un TypeScript 100% valide,
Et de l'autre côté, tu vas avoir son équivalent JavaScript. Donc, qu'est-ce qui serait transpilé finalement? Exactement. Comment qu'il va être transpilé. Et là, eux te fournissent ils te donnent des templates déjà prédéfinis que tu peux décider de choisir à ta guise, et faire le run pour les voir l'exécution de ça. Mais tu pourrais aussi bien rentrer dans la portion du code généré dans le template ou tout simplement tout supprimer. C'est un éditeur. Donc, tu pourrais taper ce que tu penses que ça devrait être en TypeScript et faire le run pour voir le résultat que ça donnerait en JavaScript. Mon Dieu, je viens de choisir dans le menu déroulant l'utilisation de l'héritage. Puis je regarde le code TypeScript qui fait 28 lignes. Ouais. C'est clair, c'est comme on voit en C, en C++, en C#, en Java. Puis je regarde le résultat JavaScript, c'est pas que c'est lisible, c'est du beau JavaScript, sauf que... C'est spectaculaire, mais... Wow, je me verrais pas connaître ça, là. Mettons que si tu as le copie-colle facile, ça va bien, là, mais si tu veux faire un JavaScript qui ressemble à ça, on est sur un autre niveau de développeur JavaScript. Ouais. Absolument, là. Bon, vous savez que moi j'ai plus de cheveux gris que vous deux. Ça me rappelle j'ai connu moi le passage de l'assembleur vers le langage C. Oui. Et à l'époque, dans l'époque Turbo C, tu pouvais, il avait laissé la capacité que tu puisses littéralement mettre du code assembleur dans le milieu de ton code C avec la commande ASM en avant. Et à l'époque, c'était très important. Les développeurs voulaient voir le code assembleur qui était généré parce qu'il y avait beaucoup de scepticisme où est-ce qu'on disait ce langage C-là, ce serait jamais aussi performant que mon assembleur. Parce que les gens, quand ils voulaient faire du code très performant dans la fin des années 80, c'était tu l'écris en assembleur. Exact. Et tranquillement pas vite, l'industrie a reconnu que le langage C, ça générait du bon assembleur. Pourquoi je fais cette analogie-là, c'est qu'il y a peut-être maintenant 2 ans, il y avait un post assez qui avait fait pas mal, qui avait fait beaucoup parler sur la toile. C'était de Scott Hanselman qui avait dit le JavaScript est le nouvel assembleur. Exact. Puis essentiellement, ce qu'il disait, c'est il faut voir le JavaScript comme étant juste un langage d'exécution, mais c'est plus un langage de programmation. Comme aujourd'hui, l'assembleur, c'est juste un langage intermédiaire maintenant qui est généré ce programme en C++ ou ça génère de l'assembleur, après ça, il est recompilé en... Mais il y a plus un développeur qui va voir ça, là. C'est dans la mécanique, puis on s'en fout à quelque part, on sait que c'est optimisé. Et j'imagine que dans quelques années, quand on va raconter que pour nous, c'est important d'aller voir le JavaScript, il y a beaucoup de développeurs qui vont dire JavaScript, oui, c'est ce qui roule, mais ils le verront pas. Parce qu'ils vont travailler avec d'autres langages que là, il y a des fortes chances que TypeScript est le haut de soit en tout cas un leader pour en tout cas dans ces années-ci. On verra dans le futur parce que dans notre domaine, la stabilité, ça s'appelle, ça change. Exactement, mais si on regarde avec la place que le JavaScript a pris depuis les 3-4 dernières années, je veux dire, on est rendu avec des applications, si on regarde les Progressive Web Apps, comme Twitter a fait tout récemment, je veux dire, on est rendu avec des applications très complexes. C'est plus juste disabler puis enabler un bouton quand tu as rempli le texte, un champ texte. On est rendu avec des applications de plus en plus complexes. On a besoin d'avoir des outils qui nous permettent de bien les développer, de bien contrôler notre cycle de développement au complet. Et je pense que c'est là que TypeScript se démarque de tout le reste parce qu'il rentre dans l'écosystème de développement, il rentre aussi bien que ton langage compilé ou autre. On peut-tu, si on fabule un peu, est-ce qu'on peut penser un jour que les browsers pourraient en fait exécuter directement du TypeScript? J'ai déjà vu une démo où c'était possible. Parce que le compilateur TypeScript est fait du TypeScript. Donc, si
si ton compilateur peut exécuter le compilateur, si ton navigateur peut exécuter ton compilateur TypeScript, ben lui il va recevoir un fichier TS puis il va le compiler en fichier JS directement. Mais à terme, ça pourrait être fort possible qu'éventuellement il y ait une version X de Chrome qui va accepter les fichiers TypeScript. Ben oui, parce que l'équipe TypeScript essaie que toutes les améliorations qu'il apporte au langage JavaScript, que ça soit accepté par le consortium ECMAScript. Exact. On peut peut-être penser que le ECMAScript 2019, ça contiendra tout ce que le TypeScript d'aujourd'hui fait, puis ou le ECMAScript version 2023, parce que veut pas à terme, plus le ECMAScript va évoluer, ils vont intégrer en tout cas Microsoft va pousser très fort pour que ce que les autres ont mis dans le langage TypeScript, que ça soit intégré dans le standard JavaScript, parce que ça va arriver. Ben là, en tout cas, on fabule un peu, là, mais... On est rendu loin, mais ça peut, écoute, il y a plus grand chose qui serait surprenant, qui me surprendrait là-dessus. Ouais, absolument, ouais. Mm-hmm. Puis au niveau de l'outil de développement, est-ce que c'est plus facile de débuter avec Visual Studio Code qu'avec Visual Studio 2017 ou c'est à peu près l'équivalent? C'est l'équivalent. Il y a pas moi, j'ai pas remarqué de différence comme telle. C'est sûr qu'avec Code, ben ça fait plus jeune. Ça fait plus cool. Fait que ça va puis c'est moins long quand tu le passes. Sauf qu'avec Visual Studio 2017, et c'est vrai que lui aussi, il load vite à cette heure, donc c'est plus un problème. Je dirais, ça dépend. Il y a une des variables que tu vas, en tout cas, un des critères, ça serait plus le framework que tu utilises. C'est-à-dire que si tu utilises, par exemple, Angular, sachant que toute l'équipe Google travaille avec Visual Studio Code, ben, t'as tout l'outillage est fait pour Code et tout. Exact. Mais si tu travailles avec ASP.NET, tu sais, si tu fais plus du ASP.NET classique, tu sais, là, peut-être que, en tout cas, puis ça dépend d'où est-ce que ton équipe vient. Si ton équipe, elle travaille avec Visual Studio 2017 en tout cas, Visual Studio depuis plusieurs années, ben, eux, ils vont pouvoir rester avec toutes les facilités qu'ils redonnent Visual Studio. Exact. Mais la beauté de ça, c'est que tu utilises Visual Studio, VS Code ou autre. C'est-à-dire, au final, ton TypeScript ou ce que tu vas faire en TypeScript, ça va être la même ligne de commande. C'est le TSC c'est le compilateur qui va s'exécuter, qui va générer le JavaScript. Pareil. Après ça va appartenir à chacun des devs de peut-être mettre en place la façon dont le TypeScript va se compiler quand il fait son développement local. Mais t'es pas limité par le choix de l'outil. Ou reste, si t'es vraiment courageux, faire ça avec du Vim. Puis comme tu disais un peu plus tôt, ben là, le transpiler, le TSC, c'est pas une technologie qui est propriétaire à Microsoft. Microsoft, ils ont tout mis ça dans l'open source. Donc, si jamais, mettons, demain matin, Microsoft sortirait de ce projet-là, on dirait, nous, on le supporte plus, ben, la communauté pourrait continuer à le supporter sans problème. Exactement. Je crois qu'il y a déjà, en fait, juste avec l'arrivée de Google dans le portrait, ça fait en sorte que, justement, même si Microsoft se retire, il reste quand même un autre gros joueur derrière qui l'utilise lui-ci à fond. Donc, je vois pas ce langage-là. Je dis ça là, puis on s'en reparlera dans 2 ans. C'est Microsoft qui ont maintenant des millions de lignes de code écrites en TypeScript. Je pense qu'ils vont sortir demain matin parce que c'est quand même toute leur propriété intellectuelle. Là, si tu regardes, il y a beaucoup de choses chez Microsoft qui sont écrites en TypeScript. Oui, puis surtout que leur numéro 1 au niveau des langages, qui est Anders Ellsberg, lui il est à temps plein sur TypeScript depuis quoi, 3 ans? 4 ans, depuis l'émergence du langage.
Ouais, puis on voit pas, on le voit pas. Normalement, quand il est dans une période de 2 ou 3 ans là, où on le voit pas, là, c'est qu'il est en train de mijoter quelque chose. Là. Mais là, présentement, il est toujours visible sur TypeScript, fait des keynotes, des présentations. Donc, on peut comprendre que ça va continuer d'évoluer. Là. Non, oui, en fait, ça va évoluer peut-être pas au même rythme, peut-être à un rythme un petit peu plus rapide que ce qu'on voit dans la standardisation de JavaScript, parce qu'étant donné que il essaie d'être un petit peu en avant au niveau des standards, mais eux continuent à chaque livraison, il y a des nouvelles fonctionnalités. Je veux dire, on s'est rendu que ça, tu sais, quand il dit que TypeScript supporte les génériques, faire du générique en JavaScript, on s'entend, c'est un concept qui est assez flyé. Hey, ça doit être beau, le JavaScript qui est généré avec ça. Mais en fait, c'est pas, c'est rien. Non, c'est pas si pire. Parce que c'est des contraintes à la compilation, tout simplement, que tu mets en place. Ouais. Effectivement. Les interfaces, il n'y a juste pas de code qui est généré, mais le compilateur lui en tient compte pour vérifier que tous tes contrats sont bien respectés. Écoute, Mathieu, oui. Un bon survol du langage TypeScript. Merci. Donc, puis, bon, tout ce que tu recommandes, c'est aux gens d'aller sur le site TypeScriptLang.org. Exactement. C'est vraiment l'atlas où est-ce qu'on peut trouver. Oui, il y a moi, personnellement, même encore aujourd'hui, quand j'ai besoin de références ou de clarification sur certains points, j'ai pas encore trouvé, oui, ça peut arriver, mais ça arrive rarement que je trouve pas ce que je recherche, puis de toute façon, avec le playground qui est là, ben, dans le pire des cas, je vais coller mon code là, puis je vais le rouler, puis je vais voir si ça marche ou pas, là. Parfait. Bon, ben, sur ça, on va vous souhaiter, autant à toi, Mathieu, qu'à tous nos auditeurs, bonne programmation. Merci encore, Mathieu. Ben, ça fait plaisir. Ouais, ben, au mois de mai. Au revoir. Au revoir. Visual Studio Talk Show.